Bonjour et bienvenue à tous. Donc, tout d'abord, nos sincères excuses suite au report de ce webinaire qui, à l'origine, était prévu la semaine dernière et pour lequel nous avons été obligés de le reporter pour des raisons médicales. Donc, aujourd'hui, notre web conférence est consacrée à la complétude des attestations de salaire. Donc, on revoit ensemble comment on complète une attestation en ligne, ainsi que quelques informations réglementaires importantes. On parlera également des démarches employeurs en cas d'arrêt de travail, sans oublier d'aborder les sujets en lien avec les comptes rendus et les bordereaux des comptes. Donc, vous l'aurez compris, on parlera de Net Entreprise, un peu de la DSN et des différents outils qui sont mis à votre disposition pour la gestion des arrêts de travail et le suivi de leur indemnisation. Donc, aujourd'hui, je co-anime ce webinaire avec mon collègue Bader. Bonjour Bader. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Donc, ce webinaire se déroulera sur un temps d'1 heure, grand maximum, heure durant laquelle on vous commente le support. Voilà. Et ensuite, dans la rubrique questions-réponses, celle-ci, elle sera beaucoup plus courte que d'habitude, vu de notre effectif réduit, puisqu'on n'est que 2 aujourd'hui. Cependant, pas d'inquiétude, vous retrouvez l'ensemble des questions-réponses accompagnées du support, des documents annexes et du replay, qui, comme d'habitude, vous seront envoyés par mail dans quelques jours. Donc, si vous voulez vous poser de nos questions, ne les posez surtout pas dans le chat parce qu'on garde cet emplacement-là pour déposer tous les documents qui sont relatifs à la formation d'aujourd'hui, ainsi que les liens qui vous renverront vers notre entreprise pour obtenir des informations complémentaires. Donc, pour vos questions-réponses, dans la rubrique spécifique. Donc là, on démarre immédiatement. Donc, on voit brièvement le sommaire. Et tout d'abord, quelques points sur vos démarches en tant qu'employeur en cas d'arrêt de travail. Alors justement Ingrid, quelles sont les démarches pour les employeurs lors de la réception d'un arrêt de travail? Alors, dès réception du volet 3 de l'avis d'arrêt de travail qui est délivré par le médecin de votre salarié, vous devez établir son attestation de salaire. Donc, cette attestation permet de déclencher le versement des indemnités journalières auxquelles votre salarié peut avoir droit. Donc, plus vite l'attestation de salaire sera transmise, plus vite votre salarié pourra percevoir des indemnités. Vous devez alors nous faire parvenir votre signalement DSN d'arrêt de travail ou saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise. Si votre salarié n'a pas encore de numéro de sécurité sociale définitive, il faudra alors nous faire parvenir l'attestation de salaire par courrier. Donc, vous voyez à l'écran les différents modèles d'arrêt de travail qui ont la même valeur légale. Donc, à gauche, l'arrêt de travail dématérialisé qui est transmis directement depuis le logiciel du médecin à la caisse d'affiliation du salarié. Donc, c'est simple, c'est rapide et sécurisé. Et à droite, en fait, l'arrêt de travail papier classique. Donc, les obligations sont les mêmes, c'est seulement la voie de transmission qui change. Donc, petit rappel qui est important, le volet 1 et 2 est destiné à l'assurance maladie. Par contre, le volet 3 vous est dédié. Donc, si votre salarié vous transmet par erreur les volets 1 et 2, on vous invite en fait à nous les transmettre rapidement ou à les transmettre rapidement à la caisse d'affiliation de votre salarié pour nous permettre en fait l'étude rapide du dossier et d'éviter le non-paiement ou la rupture de paiement en cas de subrogation. Donc, un exemple de certificat médical en accident du travail. Donc, pareil, il y a un volet qui vous est destiné et il y a des obligations à établir, telles que l'attestation de salaire, mais aussi la déclaration d'accident de travail que vous devez établir dans les 48 heures à partir du moment où vous en avez connaissance. Vous avez aussi le bulletin d'hospitalisation ou de situation qui fait également office d'arrêt de travail. Donc, à réception de l'un de ces formulaires, vous avez l'obligation d'établir dans les plus brefs délais une attestation de salaire. Pourquoi, s'il te plaît Ingrid, et quand faut-il transmettre une attestation de salaire? Alors, il faut établir une attestation de salaire parce que c'est obligatoire pour tout arrêt de travail d'un salarié lié aux motifs suivants. Donc, la maladie, la maternité, la paternité, l'accident du travail ou la maladie professionnelle, ou encore une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, tous les employeurs, entreprises comme les particuliers employeurs, sont concernés par cette obligation légale. Et en cas de refus, vous risquez des sanctions au tribunal des prud'hommes. Quels sont les délais de transmission de l'attestation de salaire ou du signalement DSN pour l'employeur? Alors,
Pour les attestations de salaire non subrogées via un signalement d'arrêt par le biais de la DSN, et quel que soit le risque, la loi impose en fait qu'elles soient transmises dans les 5 jours suivant la connaissance de l'arrêt. Pour les autres canaux de transmission de l'attestation de salaire, il n'y a pas de délai légal imposé à l'employeur. Mais l'attestation de travail doit être transmise le plus rapidement possible à l'assurance maladie. Parce que c'est sur cette base des informations qui sont transmises sur l'attestation de salaire que l'assurance maladie détermine si votre salarié a droit aux indemnités journalières pendant son arrêt de travail. Donc ces informations permettent également de calculer le montant des indemnités journalières qui seront ensuite versées directement aux salariés ou à l'entreprise en cas de subrogation. Donc vous l'aurez compris, plus vite l'attestation de salaire parviendra à l'assurance maladie, plus vite les indemnités seront perçues. Donc, par contre, si votre salarié a plusieurs employeurs, chacun d'eux doit établir une attestation de salaire. Pourquoi le signalement remplace l'attestation de salaire? Alors, les éléments que vous allez transmettre via le signalement DSN et dans la DSN mensuelle que vous aurez saisi depuis votre logiciel permettront la rematérialisation d'une attestation de salaire à l'assurance maladie. Votre signalement donc remplace l'attestation de salaire. Il est donc inutile d'en faire une saisie sur Net Entreprise. Ça ferait doublon, une charge supplémentaire pour vous, mais aussi pour nous. Donc, de la même façon, vous n'imprimez plus d'une attestation issue de votre logiciel, vous ne me remettez surtout rien à votre salarié. Comme ça, tous les documents sont limités, les démarches sont simplifiées et les paiements accélérés. Donc, gagnez du temps sur le traitement de vos demandes et pour un traitement plus rapide et sécurisé, passez à la DSN. Et pour les pièces jointes? Alors, concernant les pièces jointes, en DSN, elles doivent être adressées en amont du signalement à la CPAM de rattachement du salarié. Donc, l'objet du mail et les pièces jointes doivent respecter une norme d'identification qui sont précisées dans un mode opératoire que vous retrouvez sur Net Entreprise. Et on va vous mettre dans le chat le lien. Donc, quelques règles, on va vous faire des rappels réglementaires pour préparer au mieux ce webinaire. Donc, Bader, je vais te laisser la main pour nous faire ces petits rappels. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un numéro de sécurité sociale et à quoi il sert? Alors, le numéro de sécurité sociale, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, il faut savoir qu'il est unique et personnel. Le numéro de sécurité sociale sert à vous identifier et à faire valoir vos droits auprès du monde médical, mais aussi auprès de l'ensemble des organismes d'État, mais aussi de sécurité sociale, assurance maladie, CAF, caisse de retraite, Pôle emploi, etc. Il vous permet d'obtenir des prestations auxquelles vous avez le droit, remboursement de frais médicaux, versement d'indemnités, de pensions ou d'allocations diverses. Alors, le nom officiel du numéro de sécurité sociale, c'est le NIR. NIR pour numéro d'identification au répertoire de l'INSEE. L'immatriculation, elle s'effectue à la naissance ou elle est proposée après identification des services de l'État pour les personnes en provenance de l'étranger. Le numéro de sécurité sociale est donc attribué par l'INSEE à partir de l'état civil transmis par les mairies. Ce numéro de sécurité sociale, c'est donc différents codes d'identification uniques formés de 13 caractères qui présentent les informations suivantes, hein. Le premier chiffre, le sexe, suivi de l'année de naissance, le mois de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'ordre qui vous permet effectivement de vous distinguer si vous êtes né au même lieu à la même période. Et que fait-on en cas d'absence de numéro de sécurité sociale ou en présence de numéro provisoire? Alors, si le numéro est provisoire, ne pas utiliser les numéros provisoires reconnaissables par leur premier caractère, en général le 7 ou le 8, dans le cadre de vos déclarations informatiques, c'est-à-dire pour la DSN ou Net Entreprise. En cas de présence d'un numéro provisoire ou d'absence de numéro de sécurité sociale, vous, en tant qu'employeur, vous devez établir une attestation papier. Dès l'embauche d'un salarié, vous devez obtenir de sa part donc des informations d'identification exactes en lui réclamant indirectement une attestation de droit de moins de 3 mois et non les informations qui figurent sur la carte vitale. Pourquoi? Parce que si le salarié dispose en tant qu'ayant droit d'une carte vitale à son nom et prénom, avec le numéro de sécurité sociale d'un assuré autre que lui, hein, c'est-à-dire un parent, un proche, les enfants de moins de 18 ans, un concubin, époux et autres, hein. Dans ce cas de figure, il convient véritablement de prendre contact avec le 3646 ou l'assurance maladie, hein, un point d'accueil au plus proche de son domicile, ce afin de sécuriser son dossier de sécurité sociale et vous, en tant qu'employeur, vous permettre par la suite le rapprochement de la DSL mensuelle et de vos signalements. Merci Bader pour toutes ces informations. Maintenant, tu peux nous faire un rapide rappel sur le dernier jour de travail
vu qu'on a déjà abordé ce sujet lors d'un précédent webinaire? Alors pour faire simple, dans le cas général, le dernier jour de travail, c'est la veille de l'arrêt de travail. Un exemple assez simple, le salarié travaille jusqu'au vendredi 23 juin, il ne travaille pas le week-end, vous présente un arrêt de travail à compter du lundi 26 juin, le dernier jour de travail est donc la veille, le dimanche 25 juin. Vous pouvez appliquer cette règle pour l'ensemble des situations que vous visualisez sur votre écran. Petit cas particulier, lorsque le salarié se voit prescrire un arrêt de travail le jour où il a travaillé, le dernier jour de travail correspond véritablement à la date d'arrêt. Nota bene, toute journée de travail commencée, faut le savoir, n'est pas indemnisée par l'assurance maladie. Merci Bader. Maintenant, comment rétablir le salaire et dans quel cas? Alors, il est impératif de rétablir le salaire en cas d'absence autorisée de votre salarié durant une période de référence. Le salaire rétabli implique un motif dont vous avez là encore la liste sur votre écran et que vous allez sélectionner en fonction de la situation de votre salarié. Dans le cadre de la bonne complétude de votre attestation de salaire, vous indiquez le nombre d'heures réellement effectuées par votre salarié sur la période concernée, ça c'est les heures réelles, et par la suite, vous indiquez le nombre d'heures que votre salarié aurait effectué à temps complet, tel que précisé dans son contrat de travail. Ça, c'est les heures complètes. Enfin, le salaire établi, indiquez le salaire que votre salarié aurait perçu s'il avait travaillé à temps complet, tel que précisé dans son contrat de travail, salaire brut soumis à cotisation pour un arrêt maladie, par exemple. On met à votre disposition à ce sujet une fiche astuce comment rétablir les salaires qui vous sera transmise par la suite. Maintenant, peux-tu nous donner quelques informations sur la subrogation? Alors vous avez certainement pensé qu'à ce sujet on radote, qu'à chaque webinaire on vous répète la même chose. Encore une fois, les dates de subrogation doivent être complétées en fonction des dates extrêmes de prise en charge de votre convention collective. Surtout ne pas vous limiter aux dates de l'arrêt de travail apporté par votre salarié via son arrêt de travail, car un arrêt il peut être prolongé. Et dans ce cas, la date de fin de subrogation serait erronée et les IJ versés directement auprès de votre salarié. Vous ne seriez pas consulté et l'assurance maladie ne procéderait pas à une régule. De plus, à ce sujet, vérifiez bien par la même occasion les coordonnées bancaires, qu'elles soient bien celles du compte sur lequel vous souhaitez être payé. En cas d'erreur, là encore, l'assurance maladie ne pourra pas régulariser et récupérer les prestations versées à tort sur un mauvais compte. Il faut vraiment être vigilant à ce sujet. Normalement, les coordonnées bancaires elles sont transmises automatiquement par le biais de votre signalement d'arrêt. Mais si le logiciel a été paramétré correctement, pas de souci là-dessus. Par contre, si elle change, pensez à reparamétrer votre logiciel, puis à réémettre effectivement un signalement DSN, par exemple. Et maintenant, concernant la reprise de travail. Alors concernant la reprise de travail, il existe 2 types de reprise de travail. La première, avant la fin d'arrêt par anticipation. Vous devez dès lors nous émettre effectivement obligatoirement un signalement de reprise de travail ou saisir une attestation de reprise sur notre entreprise. Deuxième cas, à la fin de l'arrêt de travail qui est prévu, rien à faire, effectivement, l'assuré reprend son travail et vous n'avez aucun signalement à réaliser. Et donc, en cas de reprise de travail, quelles sont nos options? Alors si vous avez opté pour la DSN, la reprise de travail de votre salarié à la date prévue par l'arrêt de travail doit être signalée dans la DSN mensuelle. Si la reprise de travail de votre salarié a lieu plus tôt que prévu, reprise anticipée donc, vous devez le déclarer dans un délai de 5 jours, suivant son retour, en réalisant ce signalement DSN de reprise de travail anticipée. Si vous n'avez pas encore opté pour la DSN, en cas de reprise anticipée uniquement, vous devez seulement déclarer le retour de votre salarié avant la date prévue, dans un délai de 5 jours, suivant son retour. Alors, je vais te passer la main, Ingrid, et ce afin de faire maintenant le point sur l'accès aux déclarations. À ce sujet, s'il te plaît, peux-tu nous faire une rapide présentation de Net Entreprise? Alors, bon nombre d'entre vous le connaissent. Donc, c'est un site qui présente de nombreux avantages, notamment la rapidité pour la transmission des documents et des déclarations, une fiabilité pour la disponibilité des différents services, la simplicité de l'ergonomie du portail et la présentation visuelle qui est épurée. Et le site s'inscrit aussi dans une démarche économique et durable, car il vous permet de supprimer une multitude d'envois postaux et la notion de gratuité du site qui est non négligeable. Donc, un petit rappel, mais je pense que vous connaissez tous la manière d'accéder à ce service. Donc, tout d'abord, on se connecte à Net Entreprise avec ses identifiants, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, on clique sur le service attestation de salaire.
Donc là, une petite parenthèse, si la rubrique attestation de salaire n'est pas disponible dans le choix de vos déclarations, vous avez la possibilité donc dans votre espace entreprise, menu gestion et en cliquant sur gérer les déclarations, de pouvoir sélectionner attestation de salaire. Donc on voit sur le menu de gauche l'attestation de salaire, on la sélectionne tout simplement et on la fait basculer dans la liste des déclarations sélectionnées. Puis on n'oublie surtout pas de valider en bas à droite. Donc voilà pour la petite parenthèse. Maintenant, on revient à notre sujet sur les différentes étapes pour la saisie d'une attestation de salaire, ici donc pour le risque maladie. Donc, après avoir s'être connecté et avoir cliqué sur le service attestation de salaire, on va passer dans le menu attestation de salaire et là, on a le choix entre rédiger une attestation de salaire ou accéder aux bordereaux de paiement des indemnités journalières. Donc, les bordereaux de paiement, on les verra un peu plus tard dans le webinaire. Donc ensuite, on vous demande de choisir le mode de transmission des échanges. Donc là, il existe deux manières de transmettre une attestation de salaire, soit en mode EFI, c'est ce que l'on va voir ensemble, donc c'est une saisie dite manuelle en remplissant un formulaire en ligne. Ou vous avez le choix avec le mode EDI, donc ça, ce sont pour les personnes qui utilisent un logiciel de paie normé et ils ont la possibilité de générer une attestation sous forme d'un fichier et ce fichier sera alors déposé sur notre entreprise. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on complète une attestation de salaire en mode EFI, c'est-à-dire en complétant le formulaire en ligne. Donc à l'étape 2, on vous demande de sélectionner quel type d'attestation vous voulez saisir. Donc vous avez le choix entre un arrêt initial, un arrêt de plus de 6 mois, une déclaration de reprise anticipée ou encore une déclaration pour le temps partiel thérapeutique. Ensuite, on va vous demander de choisir le risque, donc maladie, maternité, paternité, accident de travail ou de trajet, la maladie professionnelle, ou enfin femme enceinte dispensée de travail. Donc, pour notre cas, on va sélectionner un arrêt initial en maladie et j'attire votre attention que pour tout arrêt en prolongation, il est inutile d'établir une attestation de salaire puisque les éléments transmis lors de l'attestation initiale sont les mêmes. Donc, on gagne du temps, on ne fait qu'une seule attestation de salaire. À l'étape 3, on renseigne les informations qui sont liées à votre salarié. Donc son numéro d'immatriculation. Donc veillez bien à ce que ce soit bien celui de votre salarié et non celui d'un parent, d'un conjoint ou d'un autre salarié. Ensuite, le nom de famille. Donc petite précision pour les femmes mariées, vous indiquez le nom de jeune fille et dans la rubrique nom de famille et nom d'usage, le nom marital. Puis vous indiquez son prénom. La catégorie professionnelle, ça c'est un élément important car il va permettre de définir la période de droit, mais aussi les salaires à indiquer dans les étapes suivantes. Donc en cas de doute, on peut cliquer sur le bouton Aide qui détaille chaque catégorie et chaque période de référence en maladie et en accident du travail. Donc ici, on est en cas standard pour un salarié mensualisé. Donc, à l'étape 4, on indique le dernier jour de travail. Donc, c'est un élément important car il va conditionner la période de référence comme on le voit juste après. Donc, Bader vous a fait un rappel tout à l'heure de la règle concernant le dernier jour de travail et les cas particuliers. Donc, je n'y reviens pas. Et si vous avez des interrogations sur le sujet, on vous invite à regarder notre replay sur le thème. Donc, une fois que l'on a rentré le dernier jour de travail, on doit compléter donc le nombre d'heures effectuées, ce qui va nous permettre à nous d'étudier les droits du salarié. Donc, cette période de référence se génère automatiquement en fonction toujours du dernier jour de travail. Donc ici, dans notre exemple, le dernier jour de travail, c'est le 14 février 2021. Donc la période de référence qui se génère automatiquement, ce sont les 3 derniers mois échus qui précèdent l'arrêt. Donc ici, novembre et décembre 2020 et janvier 2021. Donc si votre salarié a effectué 150 heures ou plus, donc vous renseignez le nombre d'heures réellement effectuées. S'il a effectué moins de 150 heures, vous indiquez donc réellement effectué, ça peut être 20 heures, 28 heures, 130 heures, et le salaire brut soumis à cotisation sur la période qui s'est générée. Et là, faites attention, c'est sur 6 mois. Donc, vous cumulez les 6 mois de salaire. Donc, je vous rappelle que pour prétendre aux indemnités journalières, il faut avoir effectué 150 heures sur les 3 mois qui précèdent le dernier jour de travail ou avoir cotisé un salaire équivalent à 1015 fois le SMIC sur les 6 mois civils précédents. Mais ça, c'est nous qui nous en chargeons. Par contre, si en catégorie professionnelle, on choisit une activité discontinue. Alors là, ça va changer un petit peu. Donc, on voit dans la slide suivante
que ça va générer automatiquement une période de référence de 12 mois. Car en fonction de la catégorie, l'étude des droits et le calcul des indemnités journalières se fait sur 12 mois. C'est souvent le cas des saisonniers. Donc dans ce cas-là, il faudra 600 heures sur les 12 derniers mois ou 2030 fois le SMIC horaire pour prétendre aux indemnités journalières en maladie. Donc là, on va revenir à notre cas standard. Donc là, l'étape 5, c'est la saisie des salaires de référence. Donc on renseigne les salaires perçus par le salarié pendant les périodes indiquées. On inscrit ici les rémunérations brutes et on n'oublie pas de cocher la case brute. On pense aussi à valider à chaque ligne au fur et à mesure que l'on rentre les salaires. On arrive du coup à l'étape qui nous propose le salaire rétabli. Donc cette rubrique est à compléter seulement et uniquement en cas d'absence autorisée pendant la période de référence. Donc on va sélectionner dans la liste le motif d'absence du salarié. Donc il en existe beaucoup, comme vous pouvez le voir sur la slide. Donc absence autorisée, accident du travail, maladie, maternité, etc. Et on indique le nombre d'heures de travail réellement effectuées sur la période par le salarié. Donc, puis on va renseigner le nombre d'heures que votre salarié aurait effectué tel que précisé dans son contrat de travail. Et enfin, le salaire rétabli. Donc, je ne vais pas plus dans le détail puisque Bader a abordé le sujet concernant le salaire rétabli tout à l'heure. Dans la slide suivante, donc, on fait une aparté sur la nouvelle embauche parce que c'est ce qui vous pose pas mal de soucis. Pourtant, c'est le même principe que pour les autres absences autorisées, seulement le motif change et vous sélectionnez nouvelle embauche. Donc, vous indiquez les salaires perçus. Donc, cela peut être des salaires à zéro puisqu'ils ne faisaient pas partie de vos effectifs pendant cette période de référence. On complète bien toutes les cases et là aussi, on valide chaque ligne avec le bouton qui est sur la droite. Donc, le calcul se fera sur la moyenne des 3 mois de salaire rétabli à condition que votre salarié ait effectué le nombre d'heures suffisant pour l'ouverture de droit. Donc, dans ce cas précis, c'est nous, Assurance Maladie, qui chercheront éventuellement les droits chez un précédent employeur. Donc, on prendra contact avec votre salarié. À l'étape 6, c'est la subrogation. Donc, si l'employeur perçoit les indemnités journalières de la part de l'assurance maladie, il faudra tout simplement cocher oui, renseigner l'IBAN et les dates de subrogation. Donc, pour les dates de subrogation, on ne le répétera jamais assez. On va devenir fou à force. Il faut bien renseigner les dates extrêmes prévues par votre convention collective. Donc souvent, on remarque que c'est la fin de l'arrêt qui est saisi et en cas de prolongation, il y a une rupture de paiement ou alors les indemnités journalières qui sont versées directement aux salariés alors qu'elles doivent être perçues par l'employeur. Donc si votre convention prévoit une subrogation à une durée indéterminée, vous pouvez très bien mettre une date fictive, entre guillemets, comme par exemple 2030, pour que la durée totale de l'arrêt soit versée au bon destinataire. À l'étape 7, c'est l'avant-dernière étape, ce sont les pièces jointes. Donc, vous avez la possibilité de joindre des documents, comme par exemple un extrait d'acte de naissance pour le congé paternité ou un bulletin d'hospitalisation. Donc, il y a aussi beaucoup de documents qui sont inutiles de joindre, comme les arrêts de travail, les bulletins de salaire, les justificatifs d'absence. En fait, ils ne sont pas toujours nécessaires. Faites-les nous parvenir seulement si l'assurance maladie vous les demande à travers les comptes rendus que vous recevez par mail. Donc, plusieurs formats sont acceptés pour vos pièces jointes, donc le JPEG, le PDF, le GIF, le TXT. La liste est énumérée dedans, donc je ne reviens pas dessus. Dernière étape, la validation. Donc, pour valider la saisie que l'on vient de faire, c'est d'écrire en toutes lettres oui. Mais avant, vous avez une attestation de salaire qui s'ouvre en format PDF pour que vous puissiez vérifier le contenu. Et en cas d'erreur, vous pourrez revenir sur des rubriques erronées en cliquant sur étape précédente. Donc, cette attestation, vous avez la possibilité de l'enregistrer sur votre ordinateur si vous avez besoin de l'archiver, de la conserver pour plusieurs raisons. Et vous terminez la saisie en validant oui, pour pouvoir cliquer sur l'étape suivante. Donc, l'attestation de salaire sera envoyée automatiquement vers la CPAM d'affiliation de votre salarié. Si l'attestation n'apparaît pas, donc si elle ne s'affiche pas, normalement, il y a un petit message d'erreur qui va apparaître. Donc, une fenêtre publicitaire intempestive a été bloquée. Et vous allez cliquer dessus pour toujours autoriser les fenêtres publicitaires de ce site. Donc, si cette fenêtre surgissante ou pop-up, comme on l'appelle, ne s'ouvre pas, pensez à désactiver dans l'option Internet le bloqueur de fenêtres
fenêtre surgissante ou pop-up. Par exemple, dans Firefox, il faut aller dans Préférences, puis dans Onglet Contenu et décocher les fenêtres pop-up. Donc, à la suite de cette validation, on a notre accusé de dépôt qui atteste que vous avez rempli vos obligations légales, c'est-à-dire que l'attestation a bien été transmise. Donc là, on ne parle pas encore de paiement, mais simplement de transmission. Donc cet accusé de dépôt, on vous conseille de le conserver comme justificatif, car à partir du moment où vous avez cet accusé de dépôt, cela veut dire que l'attestation a été réalisée et il vous dégage de vos obligations. Donc voilà, j'ai terminé concernant la complétude de l'attestation de salaire en maladie. Maintenant, Baner, je te laisse nous parler de l'attestation de salaire pour le risque maternité. Et avant, donne-nous quelques informations sur ce fameux congé maternité. Avec plaisir, Ingrid. Plusieurs informations à vous donner. Dans un premier temps, concernant le congé maternité, déjà, il faut savoir que le congé maternité, il implique obligatoirement la réception de notre part, effectivement, d'une déclaration de grossesse. Déclaration qui, en général, est donc émise par un médecin, sage-femme, transmise par l'assuré auprès de nous. Une fois la déclaration prise en compte par la Caisse primaire d'assurance maladie, réception auprès de l'assuré d'un courrier de confirmation, accompagné de ce que l'on appelle chez nous un calendrier de suivi de grossesse, sur lequel tous les examens médicaux et étapes clés de la grossesse y figurent. Bien sûr, il y a ces informations, mais aussi les dates extrêmes de l'éventuel congé maternité, document qui peut éventuellement vous être transmis par la suite si vous souhaitez connaître les dates extrêmes. Précision, donc l'assuré a une obligation de cesser son activité pendant au moins 8 semaines consécutives pour être indemnisé, en respectant une préparation de 2 semaines en prénatal et 6 semaines en postnatal. Interdiction à tout employeur d'employer une femme dans les 6 semaines suivant son accouchement. Alors, concernant le congé pathologique, sachez qu'il est non pris en compte pour atteindre le minimum de 8 semaines de cessation d'activité. Quelle que soit la situation de l'assuré, interdiction de renoncer à tout ou partie de son congé maternité dans le seul but de percevoir un autre avantage. Alors, petit cas particulier quand même, si l'assuré est en congé parental d'éducation, le CPE, possibilité pour l'assuré salarié de bénéficier malgré tout du congé maternité s'il y a rupture du CPE, rupture donc du congé parental d'éducation. Il y a un accord employeur obligatoire qui est nécessaire. Concrètement, vous devez remettre un courrier de rupture de ce congé parental d'éducation à votre salarié. En ce qui concerne maintenant les conditions d'ouverture de droit, l'assuré doit justifier de 10 mois d'immatriculation à la date présumée d'accouchement, cesser, comme je vous l'ai dit, son activité professionnelle au moins 8 semaines, avoir travaillé 150 heures au cours des 3 mois qui précèdent la date de début de grossesse ou du repos prénatal, ou avoir cotisé sur un salaire au moins équivalent à mise 15 fois le SMIC horaire au cours des 6 derniers mois qui précèdent la date de début de grossesse ou du repos prénatal. Bader, maintenant, peux-tu nous redonner les différentes durées du congé maternité? Alors, cette durée, elle varie en fonction du type de grossesse, simple ou multiple, mais aussi en fonction de la situation familiale, mais nombre de grossesses antérieures, par exemple, et d'enfants à charge au sein du ménage. Alors, quand je parle d'enfants à charge, il faut aussi prendre en considération les familles, effectivement, issues effectivement de plusieurs unions. Les enfants sont pris en compte dans le cadre de futurs calculs du congé maternité. Les durées, vous les avez à votre écran, je ne vous les récapitule pas, vous les voyez, en fonction, bien sûr, de la situation de la famille. Et le congé pathologique, que peux-tu nous dire dessus? Alors le congé pathologique, il faut savoir qu'on parle là d'un arrêt de travail, donc une prescription en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. C'est la case qui doit être cochée sur la prescription médicale. Il est donc inscrit avant le congé prénatal pour en totalité ou en partie, d'une durée de 14 jours supplémentaires maximum, fractionnable. Il est indemnisé donc en maternité et il émane d'un état pathologique résultant, comme je vous le disais, de la grossesse. Seul un médecin est autorisé à prescrire ce type d'arrêt de travail en lien avec la grossesse pathologique. Alors, si la prescription en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse est établie pour une durée supérieure à 14 jours, les 14 jours seront indemnisés au titre de la maternité, les jours suivants indemnisés au titre de la maladie. Dans le cadre de la création de votre attestation de salaire résultant d'un état pathologique, vous devez donc sélectionner le risque maternité. Après le congé postnatal, donc au terme du congé maternité, si vous recevez un arrêt de travail de ce type, sachez que l'arrêt sera indemnisé au titre de la maladie. Après avoir sélectionné le risque maternité et indiqué le dernier jour travaillé, le choix de la période de référence, 3 mois civils précédant l'interruption de travail, se génère automatiquement. Il reste donc à cocher le champ réduit
dans la case des montants des salaires, puis à les indiquer. Les salaires à indiquer sont les salaires nets pour la maternité. Salaire obtenu après abattement d'un taux forfaitaire de cotisation de 21% du salaire brut. Bader, maintenant, si ma salariée enchaîne des arrêts de travail, maladie, congé pathologique, encore arrêt maladie, congé maternité, mais sans reprise de travail entre tous ces arrêts, que faire? Alors, que faire? Il faut réaliser 4 attestations de salaire avec le même dernier jour de travail. Un exemple vous parlera davantage. J'ai un arrêt donc de travail, un arrêt maladie du 15 mai au 25 mai, puis un congé pathologique du 26 mai au 8 juin, puis de nouveau un arrêt maladie du 9 juin au 22 juin, et enfin le début du congé maternité qui démarre au 23 juin. 4 périodes distinctes dont le risque diffère et dont le dernier jour travaillé est le même. Nous avons, nous, assurance maladie, besoin de 4 attestations distinctes au fur et à mesure de la prise de connaissance de ces prescriptions. Merci Bader. Donc maintenant, peux-tu nous faire un petit rappel sur le nouveau congé paternité, s'il te plaît? Pas de souci là-dessus. En ce qui concerne le congé paternité, il y a eu effectivement différents webinaires que je vous encourage, si ce n'est déjà le cas, à visualiser sur YouTube. On va faire un rapide récapitulatif à ce sujet, hein. Lors de la naissance donc d'un enfant, le père salarié bénéficie du congé qui a évolué, hein, depuis le 1er juillet 2021 dans le cadre du congé paternité. Si la mère de l'enfant vit en couple, mariage, pax, concubinage, avec une personne salariée qui n'est pas le père de l'enfant, sachez que cette personne peut également bénéficier du congé paternité et d'accueil. Vous retrouvez les conditions de prise en charge ainsi que la liste de toutes les pièces à fournir, hein, à travers ce webinaire dont je vous ai parlé précédemment, qui date de septembre 2021, est disponible sur YouTube. On vous enverra les liens à ce sujet d'ailleurs. Les durées à retenir désormais, hein. 28 jours pour une naissance simple, 3 jours de congé employeur, plus 25 jours de congé paternité indésiré par l'assurance maladie, 35 jours pour une naissance multiple, 3 jours de congé employeur, plus 32 jours de congé paternité indemnisé par l'assurance maladie. Une partie du congé est à prendre dès la naissance ou au premier jour ouvrable suivant. Aux 3 jours employeurs s'ajoutent donc les 4 premiers jours du congé paternité indemnisés par l'assurance maladie. Alors, il faut savoir tout de même que depuis le 1er juillet 2021, la loi prévoit que dans le cadre du congé, hein, le salarié doit obligatoirement bénéficier de 4 jours consécutifs à compter du lendemain du congé de naissance prévu par le Code du travail. Il y a donc interdiction d'emploi s'appliquant sur cette période de 4 jours. Et sachez que le respect de cette condition, hein, conditionne véritablement l'indemnisation des périodes suivantes non obligatoires de congé. Pour chaque période de congé, hein, obligatoire ou non obligatoire, fractionnée ou non, vous devez nous faire parvenir une attestation de salaire paternité, accompagnée du document officiel, des déclarations des périodes mises à votre disposition sur le site amélie.fr, hein, c'est ce fameux tableau de fractionnement, le tableau Excel. Alors, la réalisation de l'attestation de salaire paternité est quasiment identique à la réalisation de l'attestation de salaire maternité, à la différence près du choix du risque, hein. Là, on choisit le risque paternité. Là encore, après avoir sélectionné ce fameux risque et indiqué le dernier jour travaillé, le choix de la période de référence, 3 mois civils précédant l'interruption de travail, se génère automatiquement. Reste à saisir, comme pour la maternité, les salaires nets. Dans les différents cas qu'on a pu observer précédemment, hein, pour récapituler, on sélectionne le risque, on indique le dernier jour travaillé, on renseigne les salaires et on rétablit les salaires si nécessaire. N'oubliez pas de nous transmettre les pièces jointes si besoin il y a, hein, extrait d'acte de naissance, tableau de fractionnement dans le cadre par exemple du congé paternité. Là encore, un certain nombre de fiches techniques, hein, vous seront proposées autour du congé paternité par exemple et du tableau de fractionnement. Pour les utilisateurs de la DSN, depuis votre logiciel de paie, vous pouvez nous transmettre le signalement d'événement DSN en indiquant le motif de l'absence. Ici, par exemple, un maternité-paternité, la date du dernier jour de travail, éventuellement les dates extrêmes de subrogation, hein, en fonction bien sûr de votre convention collective ou de vos accords d'entreprise. Attention, il faut une antériorité de 3 mois de DSN mensuel pour que votre salarié, hein, pour que vous puissiez réaliser, hein, votre signalement DSN dans le cadre de la maternité ou de la paternité. Alors, saisie d'une attestation de salaire en accident de travail. Alors, même si ce webinaire concerne la complétude des attestations de salaire et maintenant plus précisément la saisie d'une attestation de salaire en accident de travail ou maladie professionnelle, je vous encourage, si vous en avez aussi le temps et la possibilité, à visualiser notre dernier webinaire récemment mis en ligne à ce sujet sur la déclaration d'accident de travail. Cette déclaration allant de pair, allons-nous dire, avec les attestations de salaire en accident de travail. Nota bene, hein, là encore pour les utilisateurs de la DSN, depuis votre logiciel de paie, vous pouvez nous transmettre les signalements d'événements DSN en indiquant le motif de l'absence, ici en accident de travail,
la date du dernier jour de travail, comme d'habitude, et éventuellement accompagné des dates extrêmes de subrogation qui est en cas de votre convention collective ou accord d'entreprise. Dans le cadre de d'attestation de salaire accident de travail, il faut une antériorité de 12 mois de DSN mensuel pour que la prise en compte de votre signalement soit effective auprès de nous. Alors, l'attestation de salaire en accident de travail, pour celle-ci, toujours le même principe. On sélectionne arrêt de travail en accident de travail initial. Là, on passe directement à l'étape 4 où on va saisir les dates de l'accident ainsi que le dernier jour de travail. Suite à ça, la période de référence va se générer une nouvelle fois automatiquement. Elle est de 1 mois en accident de travail pour un travailleur standard. Il vous est nécessaire avant toute chose de sélectionner le risque accident de travail ou en maladie professionnelle. Votre attestation permettra le versement d'une indemnisation provisoire, le temps de l'étude du dossier en accident de travail ou maladie professionnelle, puis le versement du pourcentage manquant après sa reconnaissance. Ça veut dire que vous n'avez plus effectivement besoin de nécessité de nous fournir, en plus de cette attestation de salaire en accident de travail, une attestation de salaire en maladie. Vous nous indiquez bien sûr la date de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, bien sûr le dernier jour de travail, et vous couchez l'onglet génération automatique de la période de référence, qui est le mois qui précède, comme je vous le disais, le dernier jour travaillé. La période de référence de 1 mois est sélectionnée automatiquement en fonction du dernier jour de travail. Pour un travailleur standard, reste à indiquer effectivement le salaire brut soumis à cotisation, comme dans le cadre de la maladie. Prime exceptionnelle comprise. Par la suite, vous indiquez la part salariale qui correspond à 21% de ce même salaire brut. Dans notre cas, l'exemple est le 1er février. Le salaire de référence est donc janvier. On y ajoute les primes exceptionnelles qui sont versées pendant cette même période de référence, c'est-à-dire par exemple une prime d'assiduité, de productivité. Alors exemple, ici on indique le taux forfaitaire de 21%. Vous voyez à notre écran effectivement le montant brut qui est de 2 000 € et la part salariale de 21% à déduire de 420 €. D'autres primes sont à faire ressortir de l'attestation de salaire en accident de travail, du salaire de référence. Il s'agit là de primes versées au cours de l'année qui précèdent la période de référence et se réfèrent à plusieurs mois, 13e mois, prime trimestrielle, etc. Là, on indique le montant brut, puis la part salariale à déduire du montant brut. Dans notre exemple, on vous a indiqué un exemple d'un 13e mois perçu en décembre, car il est susceptible d'être intégré au salaire de référence de manière proratisée. La dernière partie concerne le salaire rétabli en accident de travail. La différence avec une attestation de salaire en maladie, c'est que là, on indique la perte. Dans le cadre d'une attestation d'accident de travail, on indique le motif de l'absence pendant la période de référence. On indique ensuite la période exacte d'interruption de travail, le salaire brut perdu et la part salariale à déduire, c'est-à-dire toujours ces 21% de la perte. Ça va permettre de rétablir le salaire, car le salaire brut perdu sera additionné au salaire brut perçu que l'on a indiqué précédemment. Ingrid, à toi de poursuivre dans le cadre de la gestion de la saisie d'une attestation de salaire, s'il te plaît, en mi-temps thérapeutique. Merci Bader. Donc après un arrêt de travail pour maladie, le salarié peut prétendre à reprendre le travail à temps partiel, donc communément appelé le mi-temps thérapeutique. Mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est un aménagement temporaire de la durée de travail qui permet à votre salarié de reprendre progressivement son activité suite à un arrêt maladie ou un accident de travail ou encore une maladie professionnelle pour qu'il puisse en bénéficier. Donc votre salarié et vous en tant qu'employeur, vous devez respecter certaines formalités. Donc, vous devez organiser une visite de reprise avec le médecin du travail qui va émettre soit un avis d'aptitude, soit un avis d'inaptitude. Donc, en cas d'aptitude, vous allez pouvoir entrer l'attestation de salaire. Donc là, je ne rentre pas plus dans les détails. Pareil, nous avons un webinaire sur le sujet, donc on vous mettra en lien tous nos webinaires pour pouvoir les revoir si besoin. Donc là, dans notre cas, vous allez sélectionner le type de l'attestation, comme pour la maladie. Donc là, ici, reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. Puis à l'aide du menu déroulant, sélectionner, donc pour notre exemple, le motif maladie. Donc, pour la partie des salaires à renseigner, cela peut être un mois complet ou une partie d'un mois, mais ça sera toujours à déclarer à terme échu. Donc, on vous demande ensuite la perte de salaire. Donc, pour la calculer, on déduit le montant du salaire effectivement perçu par le salarié pendant la période et on va la déduire du salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé pendant la durée complète prévue à son contrat de travail. Donc, ce sont bien entendu des salaires bruts.
Donc maintenant, on va passer sur un exemple de temps partiel thérapeutique, mais en accident du travail. Donc on ne peut pas voir tous les cas parce que sinon on passe la journée avec vous et je pense que vous avez peut-être autre chose à faire et nous aussi. Donc on va prendre qu'un seul exemple qui revient régulièrement, mais la base reste la même. Donc alors, vous sélectionnez le type de l'attestation, comme pour la maladie, donc reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, puis à l'aide du menu déroulant, vous sélectionnez motif accident du travail. Donc notre petit monsieur Dupont, qui a eu un accident de travail le 13 août 2021, a entraîné un arrêt de travail à temps complet du 13 août au 5 septembre. Donc son médecin lui a prescrit ensuite une reprise à temps partiel thérapeutique avec l'accord du médecin du travail du 6 septembre au 30 septembre. Donc vous indiquez le salaire brut soumis à cotisation perçu par votre salarié pendant la période du 6 septembre au 30 septembre uniquement, soit, dans notre exemple, 1 000 euros. Et donc la part salariale de 21%, donc les cotisations forfaitaires qui se montent à 210 euros. Donc maintenant, on passe à la perte de salaire. Donc vous allez indiquer la perte de salaire du 6 septembre au 30 septembre. Donc il a eu une perte de 2 000 euros pour notre exemple, sans oublier la cotisation des forfaitaires de 21%, donc là, 420 euros. Donc, si notre salarié avait travaillé à temps plein pour cette période, du 6 septembre au 30 septembre, il aurait perçu 3 000 euros. Parce que en accident du travail et en maladie professionnelle, on parle de salaire brut perdu et donc on indique la part réellement reçue et on complète par la partie dite perdue. Donc l'addition des deux donnant un salaire représentatif de référence. Et dis-moi Ingrid, comment saisir une attestation rectificative? Alors là, on va survoler vraiment le sujet puisque, on avait, pareil, mis en place un webinaire sur le sujet, les attestations rectificatives. Donc là, on est sur l'écran dans l'interface de l'étape 4 pour la saisie de l'attestation de salaire. Donc il vous faudra simplement cocher la case prévue à cet effet, ici qui est entourée en rouge, pour nous signifier en fait qu'il s'agit d'une attestation rectificative. Donc enfin, on aborde le dernier cas d'attestation de salaire pour un arrêt qui se prolonge au-delà des 6 mois. Donc, afin de poursuivre l'indemnisation d'un arrêt de travail en maladie supérieure à 6 mois, on vous rappelle que 2 conditions sont nécessaires. Donc, la première, c'est que le service médical de l'assurance maladie doit donner son accord pour la poursuite de l'arrêt, heu, pour l'indemnisation de l'arrêt, en fait, tout simplement. Et la deuxième, elle est, elle, administrative. Parce que, en effet, entre le 4e et le 5e mois d'arrêt, l'assurance maladie procède, elle, en parallèle du service médical, à une nouvelle étude des droits du salarié pour savoir s'il peut prétendre à des annuités journalières au-delà des 6 mois. Donc, cette ouverture de droit, il faut avoir effectué 600 heures de travail salarié ou avoir cotisé 2030 fois le SMIC au cours des 12 mois civils qui précèdent la date d'examen des droits, donc c'est-à-dire le dernier jour de travail. Donc, si votre salarié a ces heures, il doit aussi justifier personnellement de 12 mois d'affiliation à la date d'interruption. Donc, sachez que ce sont nos services qui vont effectuer ces différentes études. Donc, c'est grâce à cette nouvelle attestation de salaire et qui est différente de l'attestation initiale, puisque vous voyez qu'elle a un format différent, que l'étude va pouvoir être réalisée par l'assurance maladie. Donc, petite précision, si vous transmettez un signalement DSN pour l'arrêt initial, cette attestation d'ouverture de droit pour un arrêt supérieur de 6 mois, elle est automatique. Vous n'avez rien à faire. C'est super simple. Si par contre, vous avez fait l'attestation sur Net Entreprise de l'arrêt initial, donc là, il va falloir établir l'attestation supérieure à 6 mois, mais depuis le site. Donc, on va voir comment on la complète. Donc là, on le voit à l'écran. Donc, on choisit tout simplement dans le menu déroulant un arrêt maladie de plus de 6 mois. Ensuite, il faut saisir le même dernier jour de travail que celui que vous avez indiqué sur l'attestation initiale. C'est très important car on observe souvent des divergences et ça induit des retours, mais aussi également des ruptures de paiement. Donc, après avoir indiqué le bon dernier jour de travail, vous allez indiquer les salaires bruts perçus au cours des 12 mois, les 12 derniers mois civils ou le nombre d'heures travaillées qui précède le dernier jour de travail. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, pas les deux. Donc, sur cette attestation de salaire, voilà, tout est fait, c'est terminé. Vous voyez, c'est très rapide. Donc,
petite précision, pareil, hein, en cas d'erreur, vous pouvez aussi cocher la case attestation rectificative. Donc, quand vous avez saisi attestation et que vous l'avez enregistré un accusé de dépôt, votre attestation part directement à la CPAM de rattachement de votre salarié et une fois traité, on va vous envoyer un compte-rendu. D'ailleurs, Bader, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces fameux comptes rendus? Pas mal de choses au sujet des comptes rendus. À l'issue de ce traitement, 2 possibilités, 2 options qui s'offrent effectivement à réception de ces comptes rendus. Compte rendu donc positif ou compte rendu négatif. Tous les éléments du dossier étaient donc présents et le système a traité automatiquement. Vous recevez alors un compte rendu positif le lendemain du traitement. Attention tout de même, la réception d'un compte rendu positif n'implique pas obligatoirement un paiement immédiat. N'hésitez pas à prendre en compte nos commentaires figurant en bas de ce compte rendu. Deuxième cas de figure, il manque des éléments et le gestionnaire de l'assurance maladie les réclame via ce compte rendu métier. Vous recevez dès lors un compte rendu négatif par mail. Vous pouvez aussi le consulter directement depuis le tableau de bord si vous avez émis cela via effectivement un signalement DSN. Et si l'employeur donc a émis son signalement DSN, il a-t-il accès à ces comptes rendus et si oui, par quel biais? Alors, ces comptes rendus, vous pouvez aussi les consulter directement depuis votre tableau de bord si vous les avez émis depuis le signalement DSN. Le tableau de bord DSN permet d'accéder à une vue d'ensemble des DSN mensuels et des signalements précédemment effectivement transmis à l'assurance maladie. À partir de celui-ci, vous pouvez consulter l'ensemble des comptes rendus métiers, ce qu'on appelle chez nous des CRM, mis à votre disposition pour vous préciser les différentes anomalies ou vous confirmer la qualité de vos déclarations par le biais de bilan. Cela afin d'effectuer, si nécessaire, par la suite les corrections si besoin il y a. Le tableau de bord est donc utilisé sans modération. Dès lors qu'effectivement vous avez réalisé vos signalements, n'hésitez pas à vous diriger dessus. Alors pour consulter effectivement ces CRM, si vous êtes en EDI, procédure automatique d'échange, vous pouvez les consulter directement via votre logiciel de paie. Dans les autres cas, vous pouvez aussi vous connecter à votre compte Net Entreprise et accéder à votre tableau de bord DSN, puis cliquer sur la DSN souhaitée directement. Pensez à bien les consulter, car les CRM non lus et non traités, lorsqu'ils remontent une anomalie, peuvent aller jusqu'à conduire à la rupture des droits de vos salariés, donc à d'éventuelles ruptures de paiement. Afin d'éviter cela, n'hésitez pas à visualiser l'intégralité de vos CRM. Alors là, vous avez par exemple un exemple de suivi de tableau de bord. Le petit 1, vous devez vous référer à la ligne réservée au régime général. Là, si on lit compte rendu disponible avec notification, ça doit vous alerter, car cela signifie qu'il y a peut-être des erreurs à rectifier ou des informations à prendre en compte. Petit 2, préparation des données à la CNAM. Si on lit réussite de traitement, cela signifie que l'attestation de salaire a bien été reconstituée sur nos bases de données et qu'elle est arrivée à l'assurance maladie. Petit 3, caisse assurance maladie. Là, si on lit compte rendu disponible avec notification, vous devez aller visionner effectivement ces CRM. Petit exemple d'un bilan malheureusement KO, l'anomalie sera décrite comme telle, catégorie bloquante. Ici sur le message, on peut lire DJTNC, dernier jour de travail non cohérent. Si l'erreur elle est confirmée, le premier réflexe est donc de réaliser ou d'émettre une DSN annulée en place ou une attestation de salaire rectificative. N'hésitez pas à voir ou revoir notre webinaire de début d'octobre en lien avec les attestations de salaire rectificatives, qu'elles soient en lien avec la DSN ou Net Entreprise. Et Bader, comment on peut suivre les indemnisations? Alors, l'indemnisation, vous pouvez la suivre depuis votre compte Net Entreprise. Vous avez aussi la possibilité de les consulter directement, mais en cas de subrogation, uniquement en cas de subrogation. En cliquant sur attestation de salaire, puis bordereau de paiement des indemnités journalières, vous pouvez réaliser vos différentes recherches. Et comment on retrouve un décompte? Très simplement, vous pouvez les réaliser de différentes manières, ces recherches. On vous demande de sélectionner la caisse qui correspond. Vous saisissez le SIRET de l'entreprise et pour gagner du temps, vous pouvez utiliser les différents filtres à votre disposition, dont par exemple en saisissant le numéro de sécurité sociale du salarié ou en cliquant sur Vue par le salarié. Puis-je télécharger un décompte de remboursement? Alors, si vous avez cette possibilité, je vous le confirme aussi, si vous aurez tous les bordereaux concernant votre salarié qui s'affichent directement sur votre écran, vous pourrez les consulter, les archiver, les télécharger, les intégrer à certains logiciels de paie et les transmettre si nécessaire à la caisse de prévoyance dont vous dépendez. C'est une application qui est très simple, très pratique et très utile pour le suivi de vos indemnisations. Et si l'employeur n'a pas subrogé, comment peut-il les obtenir, ces fameux décomptes?
Alors là, il y a une petite particulière. Si par contre, effectivement, vous, en tant qu'employeur, vous avez besoin de ces décomptes, mais que vous n'avez pas subrogé, il faudra obligatoirement vous rapprocher du salarié, qui lui seul pourra vous remettre une copie pardon, de ses décomptes après les avoir téléchargés depuis son compte amélie.fr. La CEPAM, l'assurance maladie, ne pourra en aucun cas vous les transmettre pour des raisons de sécurité. On arrive au terme effectivement de notre webinaire. Et plus précisément, on va arriver à la boîte à outils. Alors, comme on vous l'a rappelé tout au long de ce webinaire, comme à notre habitude, quelques fiches techniques seront à votre disposition, dont les fiches astuces sur les salaires établis, la reprise anticipée et le dernier jour de travail, qui, je l'espère, vous accompagneront tout au long de votre activité RH. Nous mettons aussi à votre disposition des fiches mémo sur différents thèmes en lien avec ce webinaire notamment, mais aussi avec la DSN et vos futurs saisis sur Net Entreprise, qui vous seront transmis avec le support du webinaire et le futur lien YouTube de ce même webinaire, dont la fiche, effectivement, en lien avec le congé paternité, les nouveautés qui encadrent ce nouveau congé paternité. Enfin, on ne cesse d'insister à ce sujet, restez connectés à la nouveauté, à l'information. Comme vous le savez, l'évolution de la législation, elle est constante. Aussi, si vous en avez le temps et la possibilité, n'hésitez pas à vous rendre sur le site amélie.fr pour les entreprises. On vous invite, si vous en avez la possibilité, à suivre l'actualité et les points réglementaires via, par exemple, la newsletter de 3 minutes pour les entreprises. Vous avez aussi accès, par ce biais, au calendrier des futurs webinaires de l'assurance maladie. Nous contacter, quelques contacts utiles, la hotline employeur, donc le 36 79, le numéro de téléphone du conseiller informatique service de la Seine-Saint-Denis, le 01 48 96 48 59. Pour vos déclarations en lien avec des réclamations, il vous faut absolument privilégier l'outil Réclam Employeur, un outil de réclamation disponible sur amélie.fr. On vous transférera le lien avec à ce sujet. Un webinaire avait été réalisé aussi il y a de cela quelques semaines autour de ce nouvel outil Réclam Employeur. N'hésitez pas à le visualiser. Pour toutes les questions maintenant qui concernent l'accès au téléservice à Net Entreprise, on vous invite davantage à contacter la hotline Net Entreprise au 0820 000 516 ou la hotline de la DSN au 0811 376 376. On met aussi à votre disposition une petite fiche technique récapitulant la plupart des problèmes rencontrés par les employeurs lors de leur connexion sur Net Entreprise et les solutions à apporter à ces différents problèmes. La plupart des cas de figure et d'erreurs rencontrés par les employeurs y sont détaillés. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter Net Entreprise ou à nous contacter directement via le numéro qu'on vous a remis précédemment. Merci Bader pour toutes ces informations. Tout d'abord, je vous ai adressé dans le chat, donc là je le fais à l'instant, notre questionnaire de satisfaction. Je vous invite à prendre quelques instants pour y répondre afin de nous permettre de nous améliorer et tenir compte de vos différentes observations et de vos encouragements. On vous remercie énormément. Je vais tenter de répondre à quelques questions qui sont nombreuses. Je ne vais pas aujourd'hui répondre à l'ensemble, mais comme à notre habitude, en fait, on vous enverront toutes les questions-réponses d'ici quelques jours, le support de présentation, les fiches techniques, les fiches astuces, le lien du replay. Vous aurez tout dans quelques jours par mail. Ne vous inquiétez pas. Donc, ça sera transféré sur l'adresse email de quand vous vous êtes connecté. Donc là, je vais reprendre quelques questions. Alors, la première question. Lorsque nos salariés n'ont pas 3 DSN mensuels lors de son arrêt de travail initial aujourd'hui, vous ne pouvez pas envoyer de signalement, mais seulement par Net Entreprise en rétablissant les salaires des mois précédents. Cette manipulation est liée à l'outil de la CEPAM, car pas de DSN mensuel ou l'outil de l'outil de paye, pardon. Alors en fait, effectivement, quand vous faites, un arrêt initial via la DSN, il vous faut les 3 mois, de DSN mensuels. Si vous ne les avez pas, on vous invite à établir une attestation de salaire sur Net Entreprise puisque, c'est une obligation légale et ça ne dépend pas de la CEPAM ni de votre logiciel. C'est que la DSN est paramétrée de telle manière qu'il nous faut les 3 mois de référence pour pouvoir étudier au mieux, l'arrêt de travail. Deuxième question, quand pourrons-nous établir des signalements pour temps partiel thérapeutique? Alors là, ça arrive très bientôt. Normalement, c'est prévu pour début 2022. Donc, on n'a pas encore de date prévue, date fixée, mais normalement début 2022.
Alors, pourquoi lorsque nous pratiquons systématiquement la subrogation, certains arrêts pathologiques sont payés directement aux salariés? Alors, ça peut être une erreur de notre part ou une erreur de notre logiciel. Vérifiez bien que vous avez bien indiqué les dates de subrogation sur votre attestation de salaire et si c'est le cas, et que c'est une erreur de notre part, envoyez-nous une réclamation sur notre outil Réclame employeur. Alors, pourquoi transmettez-vous des numéros provisoires au lieu de numéros normaux? Alors, tant que votre salarié, donc c'est souvent pour les salariés, étrangers, qui font les démarches pour obtenir un numéro définitif, on est, obligé de vous transmettre des numéros provisoires, pour qu'ils puissent bénéficier, des remboursements de soins, médecins, pharmaciens et cetera et aussi pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières au cas où il y aurait un arrêt. Donc sans ça, il ne pourrait pas bénéficier de tous ces droits auxquels, il a le droit justement. Donc ce numéro provisoire, comme son nom l'indique, il est provisoire, pendant à peu près 6 mois et dès qu'on a son numéro définitif, on vous transmet en fait ce numéro définitif. Je passe certaines questions parce qu'elles sont pas trop en lien avec, le webinaire du jour, mais vous inquiétez pas, on y répondra, hein. Alors, si mon salarié est intérimaire, sa période de référence est obligatoirement 12 mois pour n'importe quel risque? Oui, c'est 12 mois, que ça soit maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle, c'est 12 mois. Alors, pour les salariés cadres forfait jour qui ne sont pas soumis à un horaire, devons-nous prendre en base les 151,67 h pour déclarer le nombre d'heures travaillées à l'état 3 de la saisie d'attestation de salaire? Oui, hélas, oui, vous devez, parce que c'est, comme ils sont au forfait, vous devez nous indiquer une base de 151 heures. Alors, quel est l'impact de saisie de motifs congés payés lors de la déclaration? Aucun, sauf pour, les entreprises du bâtiment pour lesquelles, le salarié va devoir nous transmettre, son formulaire de congés payés pour qu'on puisse bien rétablir correctement le salaire. Hem Alors, si vous n'indemnisez pas un arrêt de travail, l'employeur est-il obligé de maintenir le salaire par rapport au code du travail ou convention collective? Ben, tout va dépendre de votre convention collective, ce qu'elle indique. Parce que nous, si on a indemnisé à zéro ou qu'on a fait un refus, certaines conventions collectives prévoient que si vous ne percevez pas d'indemnité journalière, vous n'êtes pas tenu de maintenir son salaire. Mais ça, je vous fais confiance, vous vous rapportez à votre convention collective. Alors les fiches astuces, hein, concernant les salaires établis et cetera, tout ça, on va vous les transmettre, hein, vous inquiétez pas. Alors au moment de l'attestation AT, on ne sait pas si, encore s'il y aura reprise en temps partiel thérapeutique et faudra-t-il refaire cette attestation s'il y a reprise motif thérapeutique? Oui. Alors vous faites une première attestation pour le motif accident du travail, s'il y a un arrêt en rapport et si éventuellement votre salarié reprend en mi-temps thérapeutique, vous devrez nous établir une attestation de salaire au motif mi-temps thérapeutique. Alors, comment cela se passe concernant un congé de maternité si la salariée accouche plus de 6 semaines avant sa date prévue d'accouchement? Le congé maternité est-il prolongé? Oui, c'est la seule exception où le congé maternité sera, prolongé puisque souvent il y a hospitalisation de l'enfant, et parfois aussi hospitalisation de la maman, heu et il sera rallongé de quelques jours. Je rentre pas plus dans le détail, mais on vous donnera plus d'informations, lors de nos réponses. Alors, un compte rendu invalide veut-il dire qu'il faut renvoyer la DSN événementielle? Alors déjà, compte rendu invalide, il va falloir regarder en fait, pourquoi il est invalide, quelles sont les raisons et en fonction de ça, donc soit nous transmettre des documents qu'on va vous demander, soit nous préciser, certaines informations et éventuellement, on va vous demander éventuellement de nous refaire une attestation rectificative ou une DSN événementielle annulée remplace. Mais lisez bien vos comptes rendus, tout est indiqué dessus. Alors, depuis que vous avez changé d'administrateur sur notre entreprise, nous recevons les CRM en XML et plus en PDF. Comment pouvons-nous faire pour recevoir à nouveau les CRM? Alors là, il faudra bien regarder comment vous avez paramétré, le changement d'administrateur
pour que vous puissiez les refaire en PDF, mais contactez-nous par téléphone. Bader va vous mettre après nos lignes directes, donc n'hésitez pas à nous contacter, hein. Alors, j'ai une salariée pour laquelle j'ai effectué une attestation avec subrogation et je n'ai pas reçu de le règlement, mais le centre me dit que les indemnités journalières ont été réglées. Comment dois-je faire? J'ai regardé sur Net Entreprise et je ne vois rien. Alors, sur l'onglet bordereau de paiement, ne renseignez pas trop d'informations. Mettez uniquement, comme vous l'a précisé Bader, le numéro de sécurité sociale, votre numéro SIRET et vous faites vue par salarié. Parce que si vous rentrez trop d'informations, ça va mouliner et vous n'aurez rien, vous n'aurez pas des informations. Donc, si vous faites comme je vous ai dit et que vous ne trouvez toujours rien, faites une réclamation sur Réclame employeur et demandez si les indemnités journalières n'ont pas été versées par erreur à votre salarié. Vérifiez bien aussi si votre attestation de salaire, si vos dates de subrogation ont bien été mentionnées. Donc voilà pour les certaines questions. Je vais en reprendre d'autres qui avaient été mises dans le chat. Alors, est-il obligatoire de faire une attestation de maternité si le salarié est déjà sorti de vos effectifs à la date de son entrée en maternité? Non, puisqu'elle ne fait plus partie de vos effectifs, donc vous n'avez pas à établir d'attestation de salaire, que ce soit en maladie, en maternité, en accident du travail. Dès qu'elle est sortie de vos effectifs, la personne, vous n'avez rien à faire. J'avance. Alors, on a du mal à joindre certains documents compte tenu de leur capacité. Est-il prévu une augmentation de la capacité de documents à joindre dans vos demandes? Hélas, non. En fait, c'est Net Entreprise qui gère cette capacité et on n'a pas du tout la main dessus. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de pouvoir nous envoyer plusieurs documents et comme on vous l'a dit, hein, transmettez-nous les documents uniquement s'ils sont nécessaires à la prise en compte de l'attestation de salaire. Notamment l'extrait d'acte de naissance, le tableau de fractionnement pour le congé paternité, bulletin d'hospitalisation. Mais ne nous joignez pas trop de documents puisque ça va ralentir le traitement. Joignez-les simplement si on vous en fait la demande. Alors les mémos, hein, comme on vous l'a dit, on va vous les transmettre, hein. Et les webinaires, alors, ne sont pas disponibles sur Amélie, mais ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube et on vous les mettra aussi les liens pour que vous puissiez y accéder et les revoir. Alors, lors de cumul de contrats sur la période de référence, renseigne-t-on les salaires perçus sur les contrats précédents ou sur les contrats en cours? Donc, tout dépend de votre dernier jour de travail. Donc, sur le dernier jour de travail, par exemple, là, on est au mois d'octobre, dernier jour de travail aujourd'hui, les mois qui précèdent donc seront, juillet, août et septembre. Donc, vous indiquez les salaires qu'il a perçus par rapport à ses contrats de travail. S'il faisait partie de votre entreprise à ces périodes-là, vous indiquez ses salaires. S'il faisait partie d'une autre entreprise, ben, c'est pas à vous d'aller chercher les informations, c'est à nous. On consultera votre salarié pour qu'il puisse nous transmettre en fait ces bulletins, de salaire des autres employeurs. Alors, lorsqu'on envoie des DSN événementiels, elles sont souvent refusées car la DSN mensuelle n'est pas reçue. Oui, effectivement, on a besoin des 3 mois qui précèdent, hein, des DSN mensuels, pour pouvoir, reconstituer chez nous, l'attestation de salaire. Donc si vous n'avez pas la totalité des DSN mensuels, effectuez une attestation sur Net Entreprise. Alors, de plus, nos salariés se plaignent toujours de ne pas être payés lorsqu'on envoie des DSN événementiels. On fait donc des attestations sur Net Entreprise. Alors, faites attention à ce que vous dites vos salariés, parce qu'à partir du moment où vous avez fait votre DSN événementiel, que vous avez un compte-rendu valide, ça veut dire qu'on a bien reçu votre DSN événementiel. Ça ne veut pas dire qu'il y a un paiement. D'accord? Après, nous, il y a un traitement qui doit être fait par rapport aux informations que vous avez transmises par rapport à la DSN événementielle et on peut demander des informations complémentaires. C'est ces fameux CRM, les comptes rendus métiers, auxquels il faut avoir accès dans votre fameux tableau de bord. Donc, consultez régulièrement. Donc, si votre salarié vous dit qu'il n'est pas payé, allez voir votre tableau de bord, consultez vos comptes rendus pour vérifier si on ne vous a pas demandé des précisions complémentaires. Voilà. Alors, je dois faire parvenir le tableau à ma DSN pour le congé paternité. Comment faire alors,
Pour ça, je vous invite à revoir quand même le webinaire sur le congé paternité. Mais pour répondre à votre question, ce tableau de fractionnement, donc vous le retrouvez sur le site Amélie et il est en format Excel. Donc ce format Excel sur Net Entreprise, vous pouvez le formater en format PDF. Et si c'est anciennement DSN, vous avez une adresse mail spécifique sur laquelle vous allez pouvoir nous la transmettre. Pareil, tout ça, on vous répond dans nos questions-réponses. Je ne vois pas d'autres questions. Bader, est-ce que tu en vois d'autres? Pour ma part, j'en ai pas visualisé d'autres, hein, si tu me le permets, Ingrid. Alors, une dernière. Alors, Ah, pour il y la en a une route, qui vient d'arriver, oui. voilà. Pour le tableau de bord sur Net Entreprise, ben, c'est dans votre compte, en fait. Quand vous vous connectez sur Net Entreprise, vous avez accès à votre tableau de bord. Donc, voilà. Donc, on va mettre fin à ce webinaire. C'est aussi la fin pour moi, parce qu'après 12 années passées en tant que conseillère employeur, donc il est temps pour moi de vous dire au revoir, car je vais occuper d'autres fonctions au sein de l'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. J'ai été ravie d'avoir pu collaborer avec vous. Donc, cette expérience fut riche d'apprentissage et de relations humaines. Merci pour tout. Je vous laisse entre les mains expertes d'une équipe dynamique et motivée, donc avec Karima, Christelle et Bader. Et je serai sans doute remplacée. Donc, encore une fois, merci à tous. Bonne continuation. Et n'hésitez pas à répondre à notre questionnaire de satisfaction. Je vous dis au revoir et puis à une prochaine alors. Je profite de l'occasion pour ma part aussi pour te dire merci, Ingrid, et te souhaiter le meilleur en cet avenir prometteur qui est devant toi. Encore merci à toi. Et merci à Merci tous Bader. pour cette journée. Au revoir à tous. Bonne journée.